Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michel Hilaire. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines, tous les mardis, depuis 9 ans. Donc vous êtes le conservateur, l'ex-conservateur du musée Fabre. Vous étiez en poste depuis 93, donc ça fait 32 ans. Vous êtes un peu un baron de la culture montpelliéraine. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. D'origine ardéchoise. Donc vous êtes parti à la retraite il y a un mois. Alors pour résumer, le musée Fabre, c'est une entreprise culturelle d'une soixantaine de personnes, un budget de 5 millions d'euros. Vous avez assuré la révolution de ce musée. Vous êtes passé d'un musée de province qui en 92 avec 35 000 visiteurs par an. Vous avez fait des expositions très importantes, dont celle du Caravage, et vous avez amené le musée à 300-350 000 visiteurs par an les grandes années. Sinon, on est plutôt dans une jauge de 250 000, donc c'est le plus grand musée d'Occitanie. Des grandes expos, dont Basile, Courbet, Ranc, Viala, Biolès, Caravage. Voilà, pour votre œuvre. Merci. C'est bien résumé? C'est résumé, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose en plus? Non, au fil de la discussion, sans doute, il y aura des choses à dire, bien sûr. Voilà, donc, oui, alors bon, je présente le numéro 1135 de la Glorieuse, ensuite on passe aux questions et je vous laisserai parler. Donc le 1135, ZFE, le COM de la fosse refuse-t-il de parler à la France d'en bas, une écologie à double tranchant? C'est le titre du numéro de la semaine prochaine. On revient sur le parti Horizon. Horizon dégagé, mais du vent dans les voiles. Castelnau-le-Lez, la clinique du parc, un camouflet pour la Forgue. Ensuite, un article sur le PS de la Fosse, Nouvelle Astre, dans l'oligarchie du PS. Et on revient sur la paillade avec l'interview de la semaine dernière, Adil Soso, la répression du maire contre les rodéos n'est pas efficace à la Mosson. Voilà un peu quelques articles au fil de l'eau dans le prochain numéro. Michel Hilaire, qu'est-ce qui a destiné l'Ardéchois natif de Privas à s'intéresser à la peinture? Écoutez, d'abord, je crois, une appétence personnelle. J'ai visité très tôt des musées. J'avais un oncle à Paris je passais souvent des vacances et je suis allé très tôt à Versailles, très tôt au Louvre. Donc j'ai eu un peu la rétine titillée par la peinture. Et en fait, pour être honnête, j'avais une très grande appétence pour l'histoire pure d'abord. D'ailleurs, mes études à la Sorbonne étaient des études strictement axées sur l'histoire. Mais très vite, j'ai ressenti ce besoin de contact direct avec l'œuvre d'art et avec la peinture en particulier, ce qui fait que j'ai fait un peu un double cursus d'historien et d'historien de l'art, et avec l'école du Louvre aussi, ce qui fait qu'au moment de choisir entre finalement l'enseignement ou l'agrégation d'histoire et les musées, j'ai préféré présenter en 1984 le concours des musées de France, qui était la seule voie royale pour accéder dans ce monde très fermé, très clos des conservateurs de musées. Et je l'ai passé d'ailleurs dans la section de peinture européenne, en gros de la Renaissance au début du 19e siècle. Donc c'est vraiment la période la plus foisonnante de l'histoire de l'art européen, puisqu'il y a bien sûr les grandes figures de l'art italien, de l'art hollandais, Rembrandt, l'art espagnol, Velázquez. Donc c'était vraiment cette grande période de la peinture, vraiment les grands, voilà, les grands. Et donc après ce concours, j'ai eu la chance d'avoir dès 1987 une bourse d'études pour être pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Donc je suis parti à la Villa Médicis de 1987 à 1989 en tant qu'historien d'art précisément. Et là, évidemment, j'avais déjà une très grande connaissance et appétence pour l'art italien. J'ai donc pu véritablement approfondir cette culture et me destiner de plus en plus vers la recherche dans le domaine de la peinture française et italienne. Et là,
Petit hasard qui fait aussi qu'en 1988, j'étais allé au Festival des Deux Mondes à Spoleto, et là, il y avait une exposition Fabre qui présentait le fondateur du musée de Montpellier, donc avec sa peinture, ses dessins. Et je m'étais dit, je connaissais déjà le musée Fabre, hein, que j'avais visité adolescent lors de vacances que j'avais passées dans la région. Et je me suis dit, tiens, là, c'est un peu un signe du destin. Là, je suis à Rome et je vois cette exposition Fabre. Fabre est un Florentin d'adoption. Il a passé 30 ans de sa vie, en gros, en Italie. Moi, je suis en Italie à ce moment-là. Je vais rentrer à Paris dans un an. En gros, c'était fin 89, début 90. Et là, je me suis dit, soit je reste à Paris dans un grand département, Orsay, le Louvre, enfin, puisque j'étais conservateur d'État, soit je me lance dans une grande aventure muséale, mais pas n'importe laquelle, là où il y a vraiment un projet pour ressusciter véritablement une collection qui sommeillait d'une certaine manière depuis fort longtemps, et la collection c'était celle du musée Fabre qui me convenait tout à fait, et là j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Voilà, il y avait un peu une étoile. Là, je me suis dit, très jeune conservateur, j'ai été nommé directeur de ce musée à 34 ans. Je me suis dit, voilà, il faut d'abord convaincre, il faut d'abord amener les élus à y croire, puisqu'en fait, c'était pas gagné, hein, en arrivant, comme ça, je n'allais pas avoir d'un coup un projet qui allait surgir. Il fallait d'abord convaincre, il fallait restaurer la collection qui était en péril, il fallait la réaccrocher, il fallait déjà faire des expositions et quelques acquisitions, et évidemment, à un moment donné, il fallait convaincre l'élu suprême de l'époque, qui était Georges Frêche, qui avait quand même conscience que Montpellier était très connu de point de vue culturel pour la musique, pour la danse, pour le théâtre aussi, même si c'était un petit peu moins évident, mais les arts plastiques, pas du tout. Et donc là, il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'en 2000, un petit peu avant, il a sorti la bibliothèque de ce bâtiment, puisque le bâtiment était coincé finalement, il y avait un musée et une bibliothèque. Donc soit l'un sortait, soit l'autre. Mais en tout cas, les deux ne pouvaient pas rester ensemble, ne pouvaient pas cohabiter encore un siècle. Donc, il a sorti cette bibliothèque, il a construit la médiathèque que l'on connaît aujourd'hui, qui a été inaugurée en 2000, la médiathèque Émile Zola. Et donc, ça a fait un formidable appel d'air dans ce bâtiment, et là un projet était possible. Là il y avait un concours qui était possible, il y avait vraiment des planètes alignées, il y avait un élu qui avait envie, il y avait l'argent, moi j'avais tout fait pour programmer cette rénovation, redistribuer les collections, et aussi Soulage qui rentre là, on va revenir. Voilà, qui arrive à point nommé, je dirais. Alors, c'est Georges Frêche qui vous a nommé au poste de conservateur. Quel souvenir gardez-vous de lui ? Écoutez, je garde le souvenir d'un maire très flamboyant, comme on sait, mais très visionnaire. Et comme ça tombait bien, puisque moi, à ce moment-là, j'avais la vision du musée Fabre. Quand j'étais venu, très jeune conservateur, visiter ce musée, j'étais venu avec Germain Viat, qui était l'ancien directeur des musées de Marseille, qui avait été au Centre Pompidou aussi, et qui était inspecteur des musées. Et il m'avait dit... Écoutez, il y a eu de grands musées dans la partie nord de la France, il y a eu le Louvre, il y a eu Rouen, il y a eu Lille et tout ça, mais là, il faut qu'il y ait un grand musée Fabre. Et on s'était mis à rêver ensemble en visitant l'ancien musée. Il m'avait dit, lancez-vous et faites un grand musée Fabre, comme il y a eu un grand Louvre. Et donc, cette vision, je l'avais, le maire avait cette vision pour sa ville. Et je dois dire que je me suis très bien entendu avec lui parce qu'il savait que j'étais vraiment habité par ce projet, que j'étais passionné par la collection. Et en même temps, lui n'avait pas une appétence particulière pour la peinture ou l'histoire de l'art. Donc finalement, les rôles étaient très très bien délimités. Il a donné des moyens, il a impulsé les choses, il a lancé ce projet. Il m'a fait confiance surtout. Et voilà, donc on a eu une très bonne entente, précisément complémentaire, je dirais. C'était une appétence pour la peinture ou c'était une appétence pour la culture et pour la ville et pour la politique ? De la part du maire ? Oui. Non, le maire avait une appétence culturelle, il avait compris que Montpellier pouvait être connu au national et à l'international par sa culture. C'est évident que c'est une ville universitaire, une ville ouverte. Il y avait la musique, il y avait des lieux aussi possibles. Il y avait l'Opéra Comédie, après il y a eu le Quorum, donc il y a eu le festival de danse. Il y avait des éléments, puis une ville du Sud aussi, quand on voit Aix-en-Provence qui brille avec son festival chaque année.
il faut un lieu aussi, un lieu culturel, un lieu comme en Italie, il y a Florence, il y a le Mai florentin, il y a de grands festivals dans les villes italiennes, et donc il avait compris ça, le potentiel de Montpellier, qui est une ville historique, avec des monuments, et aussi des flux touristiques l'été. Voilà, parce que moi, quand je suis arrivé, Montpellier n'avait pas d'exposition d'été. Montpellier était ville morte l'été. Ça paraît curieux, mais moi, quand j'ai visité le musée Fabre pour la première fois à la fin des années 70, j'étais seul en ville. Je me souviens avoir poussé la porte du musée, j'étais le seul visiteur. Il n'y avait plus personne, les étudiants étaient partis, il n'y avait absolument personne. Ça devait être fin juillet ou fin août. Donc, changer ces mentalités, refaire venir le monde l'été dans cette ville, et avoir... Je crois qu'en fait, il y a énormément de monde en ville l'été, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais pour attirer ce monde, il faut qu'il y ait des festivals, le festival de danse d'abord, de musique en juillet, et puis les grandes expositions estivales qui ont drainé beaucoup de monde pendant 3 mois. Alors on va fêter les 200 ans de la donation de François-Xavier Fabre, donc c'était en 1825. 25, c'est la donation. C'est la donation. Et l'inauguration du musée, c'est 28. Donc le bicentenaire, c'est 2028. D'accord. Donc un peintre montpelliérain, François-Xavier Fabre. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots dans quelles conditions il a fait cette donation? Alors c'est très simple, c'est un enfant du pays, très doué pour le dessin, après pour la peinture, mais d'abord pour le dessin, et qui a la chance d'intégrer l'atelier de David dès les années 1783-84. Et c'est l'atelier le plus en vue en Europe à ce moment-là, le plus recherché, et il est près de Rome. Donc il n'était pas fortuné, il était originaire de Montpellier, mais il n'avait pas de fortune, il était plutôt le fils d'un peintre obscur de la ville. Et grâce à son travail, à son talent, à son intelligence aussi, c'est quelqu'un qui avait fait ses humanités, qui connaissait bien le grec et le latin, ce qui était rare pour les peintres à ce moment-là. Il intègre l'atelier de David, il est près de Rome, et il part en Italie comme pensionnaire du roi, non pas la Villa Médicis, qui n'existait pas encore, mais dans l'ancienne Académie de France à Rome, qui était sur le Corso. Et là, il fait de brillantes études, et il est considéré, à un moment donné, comme le grand espoir de la peinture française, avec d'autres artistes, mais lui était vraiment très en vue. Manque de chance, d'une certaine manière, la Révolution éclate et perturbe quelque peu sa carrière, ce qui fait qu'il est obligé de fuir Rome, de s'installer à Florence. Il ne rentrera plus à Paris, ne rentrera plus en France, et il déroule toute sa carrière à Florence. Et en plus de sa carrière de portraitiste, puisque pour survivre, il développe un peu, en plus de la peinture d'histoire, il est obligé de faire des portraits de l'aristocratie de passage dans la ville, dans Florence, beaucoup d'étrangers à ce moment-là. Il se fait finalement une jolie petite fortune, et il développe un goût qu'il avait de façon un peu particulière. Tous les artistes ne sont pas comme ça. C'était à la fois un peintre, mais collectionneur. Donc il se met à acheter de la peinture, à échanger, à acheter des lots, et à revendre aussi, parce qu'il était expert et aussi marchand. Et donc à se constituer une très très belle collection qu'à la fin de sa vie, sans héritier, il décide d'offrir à sa ville natale, puisque en 1820, dès les années 1822, 23, 24, il se dit, soit si je meurs à Florence, cette collection sera dispersée, on parlera presque plus de moi, puisqu'il a été un peintre non pas oublié, parce qu'il avait quand même une carrière à Florence, mais il a senti aussi qu'une manière de pérenniser sa vie artistique serait aussi de créer un musée. Un musée de peintres, et créer une école des beaux-arts. Donc il offre sa collection dès 1825 au maire de Montpellier, qui l'accepte et qui fait un musée pour lui, qui lui construit un musée dont Fabre demande être vraiment le premier directeur, par contre. Voilà, jusqu'à sa mort. Donc le maire de Montpellier a pris une petite calèche et est parti là-bas, plusieurs calèches pour récupérer sa collection. Non, c'est Fabre qui a mis tout ça en caisse, dans un bateau qui a été affrété par la marine, par le ordre du roi de l'époque, Charles X, et tout a été mis en caisse et expédié de Livourne à Sète et acheminé de Sète à Montpellier. Alors, bon, vous avez passé 32 ans à la tête du musée Fabre. Quel est votre meilleur souvenir ? Alors, mon meilleur souvenir, il y en a plusieurs, mais je dois dire que
dans les grands souvenirs que j'ai, il y a le fait d'avoir pu acheter les derniers grands basiles qui étaient encore dans la famille et qui ont été dispersés au début des années 2000. Et là, Georges Frêche a joué un rôle très important, puisqu'il savait que Basile était mort à 28 ans et que donc la production était limité, et donc il m'avait dit voilà, il a soutenu financièrement, il m'avait dit il faut absolument surveiller tous ces derniers basiles qui vont être vendus, dispersés, et je les ai achetés pour renforcer le fonds Basile, dans l'idée un jour de faire une grande exposition Basile, ce qui a été le cas en 2016, une rétrospective internationale qui a vraiment installé Basile au cœur de l'histoire de l'art du 19e siècle, et puisque cette exposition que j'avais montée avec un collègue du musée d'Orsay a été montée pour le musée Fabre et reprise après par le musée d'Orsay, simplement reprise et exportée ensuite à Washington. Voilà, donc là, ça a remis Basile, je dirais, en scène de point de vue international. Donc ça, c'est un grand souvenir d'avoir pu acheter ces derniers Basile. Autre très grand souvenir, c'est le fait d'avoir pu réunir le tableau de Poussin, un tableau qui avait été offert par Fabre précisément en 1825, mais qui était finalement mutilé, puisqu'il manquait la partie gauche de ce tableau, à peu près un quart de la peinture, et donc le tableau existait dans une collection privée à New York, je l'ai repisté, retrouvé, j'ai mis 10 ans à l'acheter, je l'ai réussi à le faire classer Trésor National, à réunir une somme quand même de près de 2 millions d'euros pour pouvoir l'acquérir, avec des contributions de nombreux mécènes, et surtout de recoller les deux parties ensemble, et ça c'était vraiment pas gagné, parce que ça aurait pu être finalement pas tout à fait raccord. Et là, c'était raccord. Donc ça a été miraculeux, et aujourd'hui, c'est un des grands chefs-d'œuvre du musée que j'ai beaucoup contribué à réunir. Et voilà, donc ça, dans une carrière de conservateur, c'est véritablement un immense souvenir. Mais le souvenir, évidemment, le plus extraordinaire, c'est d'avoir pu réaliser le rêve que j'avais quand je suis arrivé, c'est-à-dire j'avais cette vision dont je vous ai parlé, que j'ai eue avec le maire pour l'agrandissement et la rénovation complète de ce musée, et ce rêve s'est concrétisé. C'est pas toujours le cas, il y a des projets qui tombent à l'eau, il faut le dire, mais celui-ci s'est concrétisé en 2007, et j'ai eu l'immense joie en tant que conservateur et de directeur de ce musée, de l'inaugurer en 2007. Alors, vous avez tenté un temps de vous extraire du musée Fabre, et vous avez été candidat malheureux au musée du Louvre. Oui. Ça reste un regret? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'avais vraiment décidé de faire ce projet à Montpellier, du coup, j'ai été comblé, d'une certaine manière. J'ai été comblé avec tous ces projets d'exposition dont je vous ai parlé. Il y en avait encore beaucoup en 2012 à faire et à réaliser, puisque là, on est en 2012. Et finalement, je me suis dit, si je quitte Montpellier, c'est pour aller au Louvre. Parce que j'avais pas du tout envie de prendre un autre musée de région. Je venais de passer presque une quinzaine d'années là à faire cette rénovation. Ça avait été quand même un challenge, un énorme investissement, un travail colossal, quotidien. Et donc j'avais pas envie d'aller lancer un projet à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs. Voilà. Pour moi, c'était revenir à Paris, c'était revenir finalement. Le Louvre, sinon rien. Voilà. Le Louvre, sinon rien, c'était revenir dans mon administration d'origine, puisque j'étais conservateur d'État. Depuis 85, et donc voilà. Alors là, à ce moment-là, il y a eu finalement le choix de choisir quelqu'un qui était du Sérail, qui était déjà en place, qui était déjà connaisseur, conservateur du Louvre, au Louvre, et donc il n'y a pas eu de la part du président de la République à ce moment-là l'audace d'ouvrir et de se lancer et de faire triompher les territoires, puisque moi finalement la carrière que j'avais fait à Montpellier, c'était au-delà de ma personne, une manière de dire qu'un très grand projet peut exister en région, et que donc quelque chose peut changer la carte muséale française, surtout méridionale, et donc j'y ai vu au-delà de ma personne un peu une défaite des territoires. Pour être honnête, c'est le président de la République qui décide. Qui décide au final, bien le ministre de la Culture, bien la ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, qui m'avait reçu d'ailleurs,
et j'avais été reçu par le conseiller du président de la République. J'étais dans la shortlist, effectivement, puisque dans ces cas-là, il y a 2 ou 3 personnes qui restent en lice. Donc moi, c'était déjà un immense honneur d'être dans la shortlist. Mais, comme je vous dis, j'ai vu cette petite défaite des territoires. Et en fait, après, je me suis dit, il reste encore beaucoup à faire, parce que quand je vois ce que j'ai fait de 2012 à ma retraite, c'est colossal. Parce que regardez, Basile n'était pas encore fait, Picasso n'avait pas eu lieu, Richier non plus, Caravage venait juste de le faire. Donc il y avait encore beaucoup d'acquisitions. C'est-à-dire que quand je vois les acquisitions en art contemporain et les contacts que j'ai eus avec les artistes se sont considérablement développés dans la décennie qui a précédé ma retraite. Alors vous êtes jeune, vous avez 64 ans, est-ce que vous n'avez pas été tenté de jouer les prolongations? Non, j'ai 67 ans, pardon. À 67 oui, ans 67. Oui, donc là, j'ai tout à fait l'âge normal pour partir à la retraite. J'aurais pu effectivement jouer les prolongations, mais j'ai d'autres projets, donc c'est très bien comme ça. Quel genre de projet? De livres et de rassembler d'écriture, voilà, qui demandent beaucoup de temps et de patience, de calme et aussi de sérénité. C'est-à-dire qu'il faut être concentré. L'écriture, c'est quelque chose de complexe et de difficile, et il faut prendre le temps de réfléchir à des sujets pour renouveler ce qu'on a à dire en histoire de l'art et au-delà. Voilà. D'accord, donc vous avez eu cœur à mettre en avant les peintres montpelliérains du coin comme Vincent Biolès, comme Jean Hugo ou Frédéric Basile, le support surface, la peinture support surface. Mais par contre, sur l'école sétoise, Combas, Di Rosa, Boiron, Blanchard, on les a pas trop vus au musée Fabre. Parce que je pense qu'un musée doit faire des choix à un moment donné. Le musée ne peut pas tout faire, ne peut pas tout couvrir. Le musée avait fait un choix très clair, qui était un choix scientifique en 2000, au moment de la rénovation. C'était l'abstraction avec Soulages, qui était vraiment le grand maître de la collection, qui avait eu beaucoup de salles qui lui étaient dédiées, et ensuite l'abstraction, c'est-à-dire la peinture abstraite de l'après-guerre et la couleur aussi, avec des artistes comme Entaille, les partenariats qu'on a eu avec la galerie Jean Fournier. Donc ça, ce sont des choix très forts qui ont été faits, et aussi la génération support surface, évidemment, avec Claude Viala, avec Deleuze, avec tous les grands de ce mouvement, qui étaient d'ailleurs souvent originaires de la région, et avec qui j'ai tissé des liens, et souvent des liens très proches, des liens d'amitié, comme avec Viala ou avec Vincent Biolès. Et donc c'est ces artistes-là qui étaient vraiment pour moi à rentrer, ils devaient rentrer prioritairement dans la collection, parce qu'ils avaient vraiment leur place. Là, il y avait un sens très très fort, mais sans pour autant ne pas regarder la peinture sétoise. Moi, j'aime beaucoup personnellement Combas, j'aime beaucoup cette école, et je pense que, d'ailleurs, souvent, ils viennent tout de suite après cette génération de support surface. Hein. Vincent Biolès, par exemple, a des rapports très, très étroits avec Combas, ils se sont regardés, il y a d'ailleurs de l'affinité avec certaines choses de Vincent Biolès et avec Combas, et donc, voilà, un jour, ils rentreront peut-être, effectivement, dans la collection, mais en tout cas, c'était pas le choix scientifique qui avait été pris au moment de la rénovation. Et je m'étais dit qu'il y avait d'autres endroits, comme à Sète, dans d'autres endroits de la région, ou même de façon plus élargie, en France, d'autres endroits où ces artistes pouvaient être montrés. Le musée Fabre n'a pas vocation à montrer tous les courants ou toutes les tendances de l'art contemporain. Je me suis tenu à ce grand choix scientifique qui a été quand même fortement généré par la donation de Pierre et Colette Soulages en 2005 et le partenariat fondamental que j'ai établi avec la galerie Jean Fournier dès les années 2005-2006. Je rappelle que l'exposition inaugurale du musée Fabre en 2007, c'était un hommage à ce galeriste parisien avec qui j'avais eu des liens et qui avait fait un énorme dépôt au musée Fabre. J'avais fait beaucoup d'achats de Entaille et d'autres artistes, d'ailleurs, de son écurie, on va dire, puisqu'il défendait un certain type d'artistes. Et d'ailleurs, tous les dépôts de la galerie Jean Fournier, ça c'est une de mes grandes satisfactions que j'ai eues avant de partir à la retraite, tous les dépôts ont été pérennisés et offerts au musée Fabre. Donc ça fait vraiment un ensemble considérable d'œuvres
qui est très fort et qui marque véritablement la personnalité du musée. Mais il pourrait très bien y avoir dans le parcours une salle consacrée à Robert Combas ou à d'autres de ces artistes liés à ce courant, mais voilà, pourquoi pas? Et un jour, probablement que ça se fera. Il n'y a pas d'exclusion. Il y a simplement le fait que je me suis tenu à un choix très fort pendant ces années-là et qu'il faut faire des choix aussi financiers. Pierre Soulages, qui a une très belle place au musée Fabre, et vous comprenez que certaines personnes n'adhèrent pas à sa peinture? Ah, tout à fait. Mais par contre, je pense que Pierre Soulages est un des artistes majeurs de sa génération. C'est quelqu'un qui a une production et un engagement dans l'art absolument prodigieux. Et je comprends que certaines personnes puissent être hermétiques à son travail. Ça n'enlève rien à la valeur et surtout à l'originalité de sa démarche, si vous voulez. Soulages est un artiste, un géant de la peinture française et au-delà. D'ailleurs, on lui rend hommage cet été, c'est pas pour rien. Et peut-être que cette exposition va amener à mieux comprendre son travail, mais je dirais que la grande force de Soulages, c'est peut-être encore de diviser et de questionner. Voilà, il n'est pas rentré dans le consensus. Il a lui-même été très anti-académique, Soulages, dans sa jeunesse. Il était très contre les courants académiques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a renoncé à intégrer l'école des beaux-arts et de poursuivre ses études de l'école des beaux-arts à Paris, où il avait été admis, et être destiné au prix de Rome, par exemple. Donc ça veut dire une voie royale et ultra académique. Et il s'en est retiré, si vous voulez. C'était quelqu'un qui était contre l'académisme. Donc finalement, il ne faut pas non plus faire de Soulages quelqu'un d'académique. Il faut encore qu'il questionne, il faut encore qu'il ait des adversaires et peut-être rallier des gens dans le futur à sa peinture. On vous doit donc cette grande expo sur le Caravage, auquel vous avez consacré un ouvrage de référence. C'est celle-là dont vous êtes la plus fière? Alors, évidemment, je suis très fier de cette exposition parce que, si vous voulez, d'abord c'était un rêve depuis très longtemps, depuis mes années romaines, depuis mon séjour de pensionnaire à la Villa Médicis, où j'avais revu et approfondi ma connaissance des Caravages. Je les avais tous revus à Rome et je les avais même vraiment étudiés. J'avais lu beaucoup de littérature sur cet artiste et ce courant. Et donc, réaliser dans sa carrière de conservateur une grande exposition dédiée au caravagisme avec Toulouse. Je rappelle que c'était une exposition en binôme avec Toulouse. C'était très audacieux à l'époque, puisque ça se faisait pas beaucoup d'avoir des expositions au même moment dans deux grandes villes françaises. Et donc, monter cette exposition, ça a été un vrai défi, puisque Caravage a une petite cinquantaine d'œuvres à travers le monde, et ramener une dizaine d'œuvres à Montpellier, ça a été un véritable challenge. Et l'exposition avait plus d'une centaine d'œuvres, donc il y avait tout le courant caravagesque. Donc c'était un défi et un plaisir, puisque c'était mon goût profond pour la peinture italienne qui se réalisait enfin. Et c'est vrai qu'il y a eu un succès retentissant avec près de 200 000 visiteurs, ce qui est considérable pour un musée de région français. Donc je parlais de baron de la culture montpelliéraine. Donc à la différence du superintendant Köring et du puissant Montanari, vous êtes bien gardé d'implication politique, vous êtes resté très discret. Pourquoi? Écoutez, pour une raison toute simple, d'abord parce que j'étais conservateur d'État. Donc je suis venu de Paris au service de Montpellier, au service des élus, au service du magistrat suprême qui est le maire, mais j'ai toujours gardé mon indépendance et mon intégrité personnelle, parce que je n'étais pas au service du politique, c'est-à-dire recruté uniquement et payé par le politique. Je n'étais pas sous contrat, si vous voulez. J'étais fonctionnaire, tout simplement, fonctionnaire de la culture, du ministère de la Culture, et donc j'avais un devoir de réserve qui est lié à ma fonction, si vous voulez. Mais j'ai toujours été au service de l'élu, et principalement de Georges Frêche, et puis c'est aussi dans ma nature, parce que j'ai eu une éducation plutôt réservée, protestante, et c'est vrai que je n'aime pas mélanger les genres. J'aime garder mon indépendance, j'aime garder ma lucidité, mon regard critique, et garder des choses aussi pour moi. Donc je n'aime pas être enrôlé dans un camp
particulier, j'aime garder une liberté, et ça je crois que c'est lié fondamentalement à ma personnalité. Un mot sur Juliette Trier, première femme nommée à un pareil poste, je crois, c'est ça? Oui. Au niveau de la France ou... Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui sont conservatrices. Un pareil poste, on va dire à Montpellier. À Montpellier, oui. Oui, qui a pris donc votre succession au musée Fabre, votre succession de femmes, on dit conservatrice? Directrice du musée, conservatrice, directrice du musée, oui. Un mot? Ben écoutez, je l'ai rencontrée, je ne la connaissais pas, je vous avoue que je ne la connaissais pas personnellement quand elle a été nommée, et dans les mois et les semaines qui ont précédé sa venue à Montpellier, on s'est rencontrés à Paris, puis à Montpellier, et je lui ai transmis un certain nombre d'informations, de dossiers fondamentaux sur les acquisitions, sur les perspectives du musée, sur les enjeux, sur le fonctionnement aussi de l'institution. Et donc on a eu un passage, je dirais, naturel et en douceur et extrêmement finalement professionnel. Et ça, je dois dire que je m'en réjouis, parce qu'elle est conservatrice générale du patrimoine, comme moi d'ailleurs. Donc, si vous voulez, on appartient au même corps des musées. Donc, je dirais que c'était un passage en douceur et en élégance. Ce choix est un peu le vôtre? J'étais tout à fait convaincu que c'était la bonne candidate. D'accord. Alors, un mot sur la politique d'acquisition, 400 000 €, la fondation, les Amis du musée. Il y a eu un article dans la Gazette de Rouen il y a quelques jours qui saluait avec le musée de Rouen, 2 musées de province phares en matière d'acquisition. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a eu un article dans la Gazette de Drouot par Karl Blumenfeld, qui a fait un très long article sur le bilan de ma politique d'acquisition, sur moi. J'en étais très, très honoré, parce que c'est pas tous les conservateurs qui ont eu un article comme ça dédié à la politique d'acquisition sur le long temps, hein, sur un parcours de nombreuses années. Donc j'étais vraiment très touché par cet égard, et qui reconnaissait aussi le travail que j'avais pu mener avec mes équipes et mes conservateurs pendant toutes ces années au service de la collection, pour mieux la rendre lisible, la rendre beaucoup plus musclée, les points qui étaient un peu faibles, et surtout lui donner sa cohérence et sa personnalité. Ce qui fait que ce que je voulais, c'est garder un peu l'esprit des collectionneurs, puisque c'est un musée de collectionneurs, Montpellier, donc je voulais un peu garder l'esprit de Fabre, l'esprit de Valdo, l'esprit de Bruyas, quand j'ai fait toutes ces acquisitions, et je voulais que le musée garde son originalité et sa personnalité. Je voulais pas en faire un musée un peu standard, qu'on aurait pu retrouver avec des achats qu'on pourrait retrouver à Lyon, à Nancy ou à Lille. Montpellier, il y a une personnalité, l'histoire de la collection, c'est celle de Montpellier, et donc j'ai travaillé dans ce sens. Et les gens me disent d'ailleurs que quand ils visitent le musée Fabre, ils n'ont pas du tout l'impression qu'ils viennent de visiter Toulouse ou Bordeaux ou un autre. Voilà, donc ça, j'ai vraiment travaillé. Ça demande beaucoup d'investissement, de travailler pour préciser les contours d'un musée. Ça prend le temps, ça prend énormément d'années. C'est pour ça que finalement, je me rends compte que j'ai pu rester longtemps dans ce musée et sans doute le métamorphoser, parce qu'il m'a fallu tout ce temps. D'abord pour la rénovation, on en a parlé récemment, pour faire ce grand projet, mais aussi pour toutes ces acquisitions et ces expositions, ça se fait que dans la longue durée. Et mes modèles dans les grands musées français qui m'ont précédé, hein, qui sont des modèles illustres, je cite souvent comme exemple Bernard Cesson, qui a été le grand conservateur du musée de Saint-Étienne et qui a fait le musée de Saint-Étienne, qui est très connu pour l'art moderne, et c'est l'un des conservateurs qui a le plus œuvré pour faire rentrer la peinture contemporaine, moderne et contemporaine dans ce musée. Il a acheté tous les grands au moment où il fallait les acheter, parce que maintenant ils sont hors de portée. Donc ça, c'est un modèle, il est resté plusieurs décennies à Saint-Étienne. Voilà, donc là, il a fait ce travail. Et un autre modèle qui est plus historique, celui-ci, qui est Grenoble, puisque le conservateur André Farcy, qui lui aussi est resté plusieurs décennies à Grenoble, a métamorphosé véritablement le musée de Grenoble dans son temps, c'est-à-dire dans les années 20, les années 30 et au-delà, puisqu'il a pu faire rentrer, par exemple,
Matisse, Picasso, alors qu'aucun musée français à ce moment-là ne les regardait, ne les a fait rentrer dans ses collections. Donc il a été pionnier, il a été visionnaire, et il a même acheté le premier Soulages qui est rentré dans une collection de musées de province français. Voilà, donc ce sont des modèles de conservateurs qui sont restés longtemps et qui ont eu le temps de modeler, d'avoir une vision sur la collection. Parce que je pense que les conservateurs TGV qui passent comme ça à 100 à l'heure, qui restent 4-5 ans et puis après qui vont voir ailleurs, je pense que ça ne permet pas de faire un travail de fond. Et le travail de fond, il prend du temps. Et les publications, par exemple, ça prend du temps. Là, par exemple, juste avant de partir à la retraite, j'ai pu mettre la dernière main avec toutes mes équipes sur la publication du catalogue Bruyas, qui va paraître d'ailleurs incessamment sous peu. Et c'est un énorme travail, un énorme volume qui a mobilisé énormément d'équipes et de savoir. Et donc ça aussi, ça prend du temps. Et ça a été un chantier sur plusieurs années. D'accord. Est-ce qu'il y a une exposition que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas eu le temps de faire? Peut-être une exposition sur l'art hollandais. Ça m'aurait plu de faire une exposition autour de Rembrandt et de ses contemporains. Parce que le musée a une très belle collection nordique. Et ça m'aurait plu de faire une exposition là, ou alors aussi sur l'art espagnol. Ça, voilà, mon grand regret, ça aurait été de faire une grande exposition sur Goya et ses contemporains. Voilà. Alors, bon, l'actualité, là, Renaud Calva, l'élu politique, était interviewé ce week-end dans la presse sur les projets qui ont été repoussés à Montpellier. L'extension du musée Fabre, un mot, 13 millions d'euros qui a été reporté d'un an. Alors écoutez, l'extension du musée Fabre, je n'en dirai pas grand-chose puisque je crois qu'il y a une conférence de presse qui est prévue par le maire incessamment sous peu sur ce sujet en particulier. Moi, je vous dirai simplement une chose très, très claire, c'est que en 2007, le projet déjà du musée avait été revu à l'époque à la baisse. C'est-à-dire qu'il y avait eu, le programme avait été réduit, on avait perdu en gros 900 mètres carrés. Déjà en 2007, parce qu'il avait fallu faire des sacrifices pour faire déjà ce musée qui était phénoménal et un immense projet, on avait perdu des mètres carrés. Et ces mètres carrés ont été perdus au détriment des collections modernes et contemporaines, et surtout contemporaines. Tout ce qu'on avait acheté, tout ce que j'ai continué d'acheter, finalement ne peut pas être montré de façon décente dans ce musée. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis 2007, on s'interrogeait sur la possibilité d'avoir un musée plus grand, plus spacieux, pour mieux montrer dans la fin du parcours de ce musée l'art contemporain. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, tous ces artistes de support surface, on a une collection gigantesque de tableaux de cette école, on a presque une cinquantaine de Viala, on a une quarantaine de Biulès, on a Deleuze, on a Jean-Michel Meurice, on a Pierre Buraglio, mais on ne peut les montrer que par petits roulements dans 4 salles petites du musée. Donc il est évident que l'enjeu, c'était de redéployer la collection. Donc un projet pour l'avenir me paraît aller dans ce sens. Une dernière question et je vous libère. Quel est l'avenir du musée de Fabre? C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est de maintenir sa renommée nationale et internationale avec de grandes expositions qui continuent de capter l'attention du public et surtout de maintenir la politique d'acquisition et de publication, c'est-à-dire qu'en gros, ce que j'avais commencé à faire et trouver sans doute des sponsors, des mécènes, parce que le marché de l'art ne s'arrête jamais. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas, mais demain matin, après-demain, va passer un tableau majeur qui a sa place au musée Fabre. Donc si on n'est pas en alerte et si on n'est pas en moyen de l'acheter, on se fera damer le pion par un autre musée américain ou autre, et le tableau échappera au musée Fabre. Alors qu'on sait que naturellement, il y a énormément de tableaux, d'œuvres, de sculpteurs, de peintres, depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui vont se présenter sur le marché de l'art. Donc il faut qu'on soit force de proposition et qu'on soit armé financièrement, surtout pour faire rentrer ces œuvres et ne pas les louper au moment où elles se présentent. Très bien, je vous remercie pour cette Merci beaucoup.